Bon alors, Christopher, peux-tu brièvement nous présenter ton livre? Fameuse question. Euh, j'ai beaucoup de mal à répondre, mais alors en résumé, ce que je dis de façon classique et neutre, c'est que c'est une saga épique fantastique. Si je dois développer davantage, je dirais que c'est quelque chose qui entre plus dans ce qu'on appelle la dark fantasy. Donc c'est un média un petit peu plus adulte, c'est un petit peu plus cru, un petit peu plus fouillis au niveau des thématiques, des questions, des personnages. Euh, c'est un peu facile de dire que c'est plus travaillé, mais disons que c'est plus mature, tout simplement. Et donc je mets l'accent là-dessus, sur la violence, la réflexion, la philosophie, les combats, la notion de bien et de mal, etc. etc. Bien. Je sais que ce projet a mûri pendant 7 longues années. Qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas et à te lancer? Au moment où j'ai commencé à travailler ou au moment où je... Tu t'es lancé pour de bon à l'écriture quand tu as vraiment décidé, voilà, le projet maintenant, il démarre, je me lance, je vais faire mon livre, je vais le sortir et tout ça. Ah bah ça, c'était déjà plus ou moins décidé dès le début. Après, les choses de la vie ont fait que ça a été un peu compliqué à lancer, mais je dirais simplement que j'avais envie de le faire, c'était de la volonté, c'était un désir profond. Et après, j'avoue quand même que j'ai beaucoup réfléchi en consommant plein de choses, à des séries, des films, etc. Petite musique dehors, quoi. Mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être bien d'essayer de mettre ma marque à moi. J'avais bon espoir de pouvoir faire quelque chose d'intéressant, qui mérite qu'on jette un œil et qui, moi, me plaise. Parce que je voyais pas mal de choses dans certaines œuvres où je me disais, ben, un peu nul ça. Voilà. Bah, pour la question suivante, tu as un petit peu partiellement déjà répondu à la première question. Et là, ça va te donner l'opportunité de développer un peu. Donc, tu écris ce qu'on appelle de la dark fantasy. L'univers est Oui. sombre, la mort omniprésente, tout ça. Alors, pourquoi ce choix? Est-ce que ça dépeint ton moi intérieur, ton état d'esprit général? Est-ce que c'est une histoire de goût? Est-ce que c'est plutôt un choix esthétique? Vas-y, explique-nous tout. C'est un peu tout à la fois. Après, c'est parce que, comme je l'ai dit, tout, en général, ce qui fonctionne en fantasy et même les littératures de l'imaginaire, comme on appelle ça aujourd'hui, c'est plutôt destiné à ce qu'on appelle young adulte, jeunesse, etc. C'est très cliché, c'est très convenu, c'est très propre, dans le sens trop propre sur soi, un peu cucul à praline aussi. Et moi, j'aime pas ça, ça m'énerve, je trouve que c'est du gâchis et que c'est même pas intéressant, qu'il y a énormément de facilité. Donc moi j'avais vraiment envie de m'éclater et de creuser, de faire quelque chose qui prend pas ses lecteurs ou les gens qui regardent si on prend une série par exemple pour des cons. J'avais envie de faire une œuvre comme ça. Une œuvre qui n'est pas à rougir de ses ambitions et de son contenu, d'autres choses, d'autres univers, d'autres auteurs qui ont inspiré, qui ont marqué et qui encore aujourd'hui, parfois même après 20, 30, 40, 50 ans, continuent à plaire, à fasciner, etc. Par exemple, un grand classique de la littérature de l'imaginaire dont on parle de moins en moins, et c'est très dommage, c'est la saga Dune de science-fiction. Euh, Lovecraft, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est un peu disons qu'il y a à boire et à manger dans ce qu'on fait autour de Lovecraft aujourd'hui. Je trouve qu'on perd beaucoup le côté très sale que Lovecraft faisait avant. Enfin bref, donc voilà, je voulais faire quelque chose de vraiment travaillé, vraiment abouti, qui va jusqu'au bout de ses ambitions. J'espère que j'y arriverai. On va parler maintenant un petit peu de tes personnages. Oui, Donc, tes personnages principaux sont quasiment tous des personnages torturés, ou assez compliqués, ou douloureux. oui. Est-ce que c'est un choix conscient? Est-ce que par hasard tu les détesterais? Pour toi, est-ce qu'un personnage doit nécessairement avoir été brisé pour qu'il ait une réelle envie d'agir en suivant ses convictions? Alors pour la dernière question, non, absolument pas. Par exemple, le personnage de Sol Ural, le roi elfe, on va dire que c'est celui qui s'en sort le mieux. Si, si, comparé aux autres, oui. Et pourtant, Oui, mais
C'est parce que dans mon univers, c'est sans pitié. C'est un choix de ma part. Maintenant, euh, on peut faire des personnages qui n'ont pas, voilà, qui a tout, qui s'acharne sur eux sans cesse, sans relâche. Ça, me- c'est totalement faisable. C'est parce que moi, vu que j'ai fait un monde, enfin, j'ai créé un monde qui est extrêmement dur et où j'ai envie de montrer des choses entières sans concession, c'est un peu obligé de passer par là. Euh, c'est un peu comme l'univers de Warhammer. Il y a une blague qu'on dit souvent dans l'univers de Warhammer, c'est que Fantasy, je parle, 40K c'est encore pire, c'est que l'une des pires choses qu'on puisse être dans cet univers-là, c'est genre un paysan dans un village bretonien ou impérial, c'est des humains, parce qu'ils sont toujours trucidés par des monstres, des machins, et voilà. Et donc oui, c'est un peu ça. Maintenant, non, je ne les déteste pas, je les aime beaucoup. Et forcément, par la force des choses, ça doit avoir un reflet de mon vécu personnel, ça c'est sûr. Maintenant, on va dire que c'est conscient à moitié. C'est parce que j'ai pris la route de ce type d'univers et ce type d'ambiance et de thématique. Mais je ne les déteste pas, non, au contraire, je les aime tous. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous lire, s'il te plaît, un petit passage de ton choix? J'ai pas le choix. Non, tu vas Bon devoir bah, lire. c'est parti. Alors, ce qu'il y a celui-là. Alors. Là. Donc c'est le début du chapitre 8 et je démarre les chapitres à chaque fois par un petit poème. Donc c'est parti. Chapitre 7, pardon. Je me barre en trop. Réalité et imagination s'entremêlent avec étrangeté, tel ciel et terre enfin rassemblés, célébrant une impossible union. Le titre du chapitre est Source. Sur une imposante montagne, la pluie tombe et ruisselle abondamment. Emportant sur son passage la poussière et les carcasses d'animaux, le sol devient rapidement boueux et instable. Au milieu des gouttes d'eau qui s'écrasent sur la terre, un petit être doté d'une impressionnante barbe et d'un manteau s'avance lentement sur ce terrain difficile, à travers les pics rocheux. Par-delà ce paysage de pierre et d'eau, le territoire des Yamars s'étend, dévoilant son ciel constamment nuageux. Les Yamars n'ont jamais réellement entretenu leur sol quasiment stérile, ni envisagé sérieusement l'agriculture. De nombreux bâtiments en ruine, maisons naines en pierre ou édifices mystiques de l'ancien temps, sont visibles depuis le point d'observation du voyageur qui arpente la chaîne de montagnes de la pénitence. Par-delà l'horizon, rien ne respire la vie ni la prospérité. Il s'assoit un instant, dans la boue et la pluie, laissant pendre ses pieds dans le vide. Un grognement se fait entendre derrière lui. Un jeune loup affamé et rachitique l'a pris pour proie. Le petit homme tourne légèrement la tête pour le regarder du coin de l'œil. Va-t'en, je n'ai rien à manger pour toi et je ne te veux aucun mal. L'animal insiste, se léchant les babines et montrant les crocs, prêt à bondir. Un rocher se soulève du sol près de la petite personne, l'évitant, comme en attente d'un ordre. Je ne te le répéterai pas 2 fois. Le loup continue à grogner et fait un léger mouvement en avant pour se préparer à sauter sur lui. Soudain, un pan de mur s'effondre, projetant de la pierre et de l'eau loin en avant, et tombe en bas de la montagne. Le loup évite de justesse un énorme morceau de pierre en sautant sur le côté et se tourne pour voir la source de ce remue-ménage. De nombreux petits yeux rayonnent dans le noir de la cavité nouvellement créée. Une voix caquetante résonne tandis qu'une patte fine et élancée, recouverte de poils dressés, sort du creux de la montagne. Veux-tu que je te débarrasse de cette nuisance? Ça ira, ton roi, laisse-le en vie. Il n'a rien demandé, il ne souhaite que se nourrir, comme tout le monde ici. Peux-tu nous dire pourquoi avoir choisi ce passage-là précisément? C'est un passage que j'aime beaucoup, qui est simple, il y a une bonne ambiance, enfin, je trouve, c'est mon avis. Euh, on peut voir le côté dur des choses, donc les Yamars, c'est le nom qu'ils ont choisi eux-mêmes pour le peuple nain. Euh, donc c'est un endroit assez moche à vivre quand même, c'est pas terrible. Euh,
J'aime beaucoup la pluie, moi, et la montagne, le ciel nuageux, orageux, donc moi ça me plaît. Et puis bah là, on peut voir le personnage nain, je vais pas dire son nom, enfin, on verra plus tard. C'est un personnage qu'on voit plusieurs fois, qui est assez important. Et voilà, il se fait prendre en chasse par un prédateur, mais il n'essaye pas de le défoncer ou de l'attaquer. Il dit juste, bon ben, je te comprends, copain, mais voilà, laisse-moi tranquille. Et puis bon, il y a l'araignée qui débarque et qui elle, bon, elle voit ça comme une opportunité pour se nourrir. Mais le nain, il lui dit, bon, ça va, laisse-le tranquille. C'est un passage, moi personnellement, je trouve, où il y a le côté dur, rude, cru, et une certaine forme de, pas de tendresse, mais de compassion. Ok. Donc, dernière question, mais pas la plus facile. Que dirais-tu si tu devais convaincre les gens de lire ton livre? Avec moi, ce sera différent et vous ne me ferez pas chier. Ok. Bah, je te remercie de t'être prêté au jeu de l'interview et puis Merci, chou.